Novembre 2022, je crois, ChatGPT sort. C'est des potes qui me font découvrir ça. C'est Jam qu'on voulait faire, en fait, qu'on n'a pas réussi à faire. C'est la vision, quoi. Quand tu me dis one more feature, la phrase qui m'est venue, c'est non, c'est one less feature. Ton produit, il devient intéressant, parfait, quand il n'y a plus de features à enlever. Le mythe, c'est qu'il y a une recette secrète. Quand j'aurais trouvé le bon outil, le bon prompt et la bonne approche, comme si le prompt, c'était une formule magique. C'est un frein énorme à l'action. Tu mets tes garde-fous. Mais après, c'est vraiment lâcher les chiens, tu vois. Enfin, c'est laisser les gens explorer. Je parle d'alliés et pas d'outils. Moi, Claude, il m'a dit ça. Je lui ai envoyé un lien. Il m'a dit, Marjo, je vais être honnête. Je ne veux pas ouvrir le lien. Là, on a fait assez de recherches. Tu divagues. 1, ferme l'ordi. 2, va boire un verre d'eau. 3, va te coucher. En fait, pour moi, un entrepreneur, il est orienté problème. Et c'est OK de voir des problèmes parce que tu les vois comme des opportunités d'amélioration, d'optimisation. L'excitation, elle doit être là. Je vais te lancer sur une phrase et tu vas me partager à l'écoute de cette phrase, attention, ce qui te vient le plus rapidement à l'esprit. Tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Okay. Eh bien, la phrase sur laquelle je souhaiterais te lancer, c'est faire de l'IA, donc de l'intelligence artificielle. Merci de préciser. Ben, je vous le dis, on ne sait jamais. On ne sait jamais si quelqu'un se demande de qui est l'IA. Comment faire de l'IA une alliée stratégique. Ok. Ce qui me vient, c'est qu'il y a 2 termes clés. Allié stratégique et que l'un ne va pas sans l'autre. Je pense que tu as choisi cette phrase parce que j'en parle beaucoup de cette dimension d'en faire son allié stratégique. Je parle d'allié et pas d'outil. Un allié, c'est quelqu'un avec qui tu as une relation, qui te connaît, que tu connais, qui a aussi la même mission que toi. En fait, un allié, on partage une direction, on partage une mission, on y va ensemble, on prend les difficultés, on prend les succès. Donc c'est hyper précieux d'avoir un allié, une alliée à ses côtés et pas un outil. C'est pas très inspirant d'avoir un outil à ses côtés, même si c'est utile, c'est important, mais allié, je trouve que c'est quand même une autre dimension. Et stratégique, tu vois, parce que je pense que c'est une des dimensions dont on parle de plus en plus avec l'IA, mais on a quand même passé beaucoup de temps sur l'automatisation, sur l'efficacité, la productivité, le gain de temps, les tâches répétitives. C'est hyper important, c'est clé, c'est, je pense, le point d'entrée le plus évident dans l'IA. Mais finalement, stratégique, c'est plus profond, ça touche bien sûr à la vision, au leadership, à la stratégie, mais moi, ce que j'entends dans stratégique, c'est aussi parfois aussi te faire gagner du temps. C'est global, quoi. Donc j'aime bien cette idée que l'IA, c'est pas faisant ton outil de productivité au quotidien, c'est faisant ton allié, donc il y a un côté quand même incarné, à tes côtés, un peu sparring partner, on parle aussi beaucoup de ça maintenant, ou cofondateur invisible, cofondateur artificiel. Et cette dimension stratégique, pour moi, elle est clé, et je pense qu'on en parlera, mais c'est vraiment mon approche de l'IA, c'est de ne pas se dire que c'est juste un outil, ou que nous, on est l'outil, mais voir vraiment la stratégie derrière ça, quoi. J'ai prévu de te présenter juste après, mais là, tu viens de me donner une pépite, il faut que je creuse direct. Ok, vas-y. Le sujet, c'est que tu parles à la base d'outils, ça devient un allié. Et au départ, l'IA, c'est plus la démocratisation de l'exécution. Et là, on arrive sur des niveaux stratégiques. Et en fait, à partir de quel moment tu as vu ce switch passer ? Parce que je pense que certaines personnes qui vont nous écouter sont encore dans l'ère, tu vois, de l'outil et... C'est une très bonne question. Je saurais pas te dire si moi j'ai eu un switch ou si je l'ai toujours vu comme tel. Ah, ok. Parce qu'en fait, c'est une conversation. Et donc, à partir du moment où tu es en conversation, ce n'est jamais qu'un outil. Il y a forcément une couleur à la conversation. Il y a forcément... on est sur une technologie qui est probabiliste. Donc, c'est pas un Excel, c'est pas un PowerPoint. Ça peut pas être noir ou blanc. Il y a forcément une part de composition, une part d'empathie, de réflexion que ça va mener. Enfin, tu vois, je pense que à partir du moment où on était face à un LLM, donc avec une IA avec laquelle on discute, il y a forcément ce côté stratégique, et c'est jamais que de la délégation. Tu vois, je sais pas, au tout début de ChatGPT, moi j'ai testé de lui envoyer une photo de ma to-do list, tu vois, ou d'un paperboard, mais là je me souviens, une to-do list, et lui dire aide-moi à organiser ma journée. Forcément, en fait, il m'a dit est-ce que tu veux qu'on fasse la matrice urgent, important, on sépare le pro du perso, on va rajouter... Il cherchait tes préférences, en l'occurrence ? Ouais, en fait, il avait, en fonction de ce qui... Et ça, c'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, et ça, c'est avec ChatGPT, aujourd'hui avec Claude, on pourra en parler, mais le degré
de contexte qu'il a, d'appréciation tu vois, dans mon bootcamp, enfin, je forme des entrepreneurs à l'IA, on en parlait hier soir, c'est pour ça que j'y pense, mais il me disait, en fait, je lui pose une question et derrière, il répond pas directement à la question. En fait, il sait pourquoi je lui pose la question. C'est plus jamais juste une recherche, une requête, une information. C'est toujours contextualisé. Ouais, il nous dit, OK, va boire un verre d'eau. Ou, OK, là, t'en as assez fait, va te reposer. Moi, Claude, il m'a dit ça. Je lui ai envoyé un lien. Il m'a dit, Marjo, je ne vais pas ouvrir le lien. Marjo, il t'appelle. Il m'appelle Marjo. Okay. Je vais être honnête. Je ne vais pas ouvrir le lien. Là, on a fait assez de recherches. Tu divagues. 1, ferme l'ordi. 2, va boire un verre d'eau. 3, va te coucher. Et j'étais là. Non, tu vas ouvrir le lien et après on verra. Et donc, il y a forcément ce côté stratégique. Et pour moi, passer à côté, c'est ne pas voir ce qu'est vraiment l'IA. Ouais. Ok, c'est marrant, tout le champ lexical humain, très humain que tu utilises depuis le début de l'échange. Peut-être, ouais. Mais il est temps quand même de faire les présentations parce que sinon, c'est important de savoir avec qui je suis aujourd'hui. Donc, je suis avec Marjo pour l'IA. Marjolaine Grandin. Pour beaucoup de gens. D'accord, ok. On peut partir sur Marjo si tu veux. Bon, je laisse ce plaisir à ton IA pour l'instant. Tu es une entrepreneuse qui a une caractéristique que je trouve rare, en tout cas dans l'écosystème IA, c'est que tu as anticipé l'IA depuis 10 ans, avec la forme qu'elle avait à l'époque, mais en 2015, bien avant justement que ChatGPT, Claude fassent partie de notre quotidien, eh bien, tu as cofondé Jam, un chatbot d'information et de conseil pour les jeunes générations. Et j'ai balancé quelques chiffres, c'est intéressant, c'est que l'aventure Jam, c'est 380 millions de messages échangés avec sa communauté. C'est une équipe... Alors, je ne sais pas si c'est ça ou c'était, parce qu'il y a eu du... Oui, c'était. Du coup, maintenant, oui, on l'a revendu il y a 3-4 ans. Voilà. Ça s'est fusionné dans une autre boîte. L'équipe a fait son temps. En tout cas, à l'époque, c'était une équipe de 30 de personnes. Et tu étais parmi les premières entrepreneurs et entrepreneuses françaises à industrialiser l'IA conversationnelle. Et effectivement, comme tu nous le partages, eh bien, en 2020-2021... Ouais. J'ai revendu. Jam a été revendu. Ouais. Et aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'on échange ensemble. On parle d'IA. C'est que tu es une conférencière référente sur l'IA. Tu as fondé tout simplement, puisqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis bien solo. Tu es bien solo sur la boîte. Tu as fondé le Bootcamp IA, dont j'entends régulièrement parler dans nos masterminds et en bien. Donc, c'est trop cool. C'est un programme qui a déjà accompagné plus de 1200 entrepreneurs et dirigeants. Donc voilà pour le contexte. Et puis, bien moi, ce que je te propose en guise de première partie de cette interview, c'est que tu puisses me partager comment tu es devenue l'une des premières à utiliser l'IA conversationnelle en France, alors que à une époque, je parlais de 2015, personne ne savait vraiment ce que c'était, quoi. Oui. C'est le moment parcours. Tu vois. C'est le moment parcours, ok. Throwback 2015. C'est marrant parce que quand on s'est retrouvés ce matin, tu me disais, ah oui, on a en face de Station F, Jam, ça a commencé à peu près 2016-2017. Je dis, ouais, mais en fait, non, il y a eu tout un travail en amont qui était visible, mais moins visible. Aujourd'hui, on s'en souvient moins, mais tu vois, moi, j'ai commencé en 2012-2013. On a fait l'ancêtre de Jam, qui était un tableau d'affichage pour étudiants au sein du campus, au sein de l'école, que j'avais déployé dans mon école, qu'on a déployé dans l'école d'ingé de mon associé, mon cofondateur pour le coup, Loïc. Et pendant 2-3 ans, on a essayé tant bien que mal de créer notre plateforme, de la faire adopter, créer une appli. Et en fait, un peu du jour au lendemain, au pied du mur, en se disant... on était incubé à l'époque au Nouma, l'accélérateur dans le Sentier. C'était vraiment les débuts de l'émulation, l'écosystème startup et tout ça. C'était vraiment génial. C'était une super époque. On se rend compte qu'en fait, on est là à porter notre pierre sur la colline, tu vois, que la pente, elle est bien raide et que ça va être compliqué. Et en fait, à un moment, on se dit, bon, on va pivoter. Et ça sert à rien d'essayer d'itérer sur un truc qui marche pas très bien. Loïc, à l'époque, il disait qu'on faisait du monkey patch, tu vois, apparemment un terme tech. Ouais, parce que je connais pas, ok. Tu crées, tu patches des trucs, t'essaies de bricoler quelque chose, mais à la base, c'est pas très sain ce que t'as, tu vois. Ouais. Et donc, tu rajoutes des features, tu essaies de faire des itérations, mais en fait, t'as pas trouvé le fameux product market fit, quoi. Ouais. T'as pas craqué le truc. Et ça, je pense, ça a été une des plus grandes leçons pour moi en tant qu'entrepreneur. C'est tant que t'as pas craqué la petite étincelle,
ça sert à rien de t'entêter et d'essayer d'améliorer à la marge. Donc, il faut toujours revenir à la base. Et en fait, pour avoir vécu les deux, tu vois, 2-3 ans où t'as pas de product market fit, mais t'as plutôt une bonne idée, puis t'as de la volonté, puis ton design, il est pas trop mal, et la techno, elle marche bien. C'est horrible. Enfin, tu vois, tu progresses comme ça. Et finalement, si à un moment, tu te regardes un peu en face et tu dis, en fait, on ne va améliorer, on va augmenter que quand on aura trouvé cette étincelle, bah, c'est pas la même vie, quoi. Il y a eu un choc de lucidité à un moment donné où vous êtes dit... il y a eu alors, le choc de lucidité, pour le coup, il revient à aucun membre de l'équipe, mais à un freelance qu'on a pris en externe, Alexis, qui est venu. On lui a dit justement, bon, écoute, là, on a besoin de dev, il faut qu'on développe telle feature, on sent que c'est ça qui va nous aider. Et le mec regarde et il nous dit, attendez, montrez-moi vos chiffres, parce que là, j'ai besoin de comprendre la rétention, le machin. Il regarde, il a passé 2 jours dans la boîte, alors qu'on pensait que ça allait être notre freelance dev sur plein de sujets. Mais il nous a aidés, justement. Il est arrivé, il a dit... Très efficace en 2 jours. Ultra efficace. Les 2 meilleurs jours. En fait, il nous a dit, mais c'est pas la feature que je vais être honnête, je vais pas vous développer cette feature, ça va servir à rien. Il y a un radeau qui coule et on va rajouter un petit, voilà, mais bon, voilà. Vous avez un problème de rétention, mais il y a des choses intéressantes. Regardez, ça c'est intéressant, ça vache. Il faut que vous pensiez, que vous plongez dans vos chiffres pour voir ce qu'on peut en faire. Et là, si tu veux, on a un peu pris les pop-corn et on a regardé pendant une semaine comment nos utilisateurs ils se comportaient avec les courbes de rétention, les trucs. Et en fait, on a compris qu'on n'était pas du tout en train d'aller... notre marché ne nous disait pas du tout ce qu'on croyait qu'il nous racontait. Et l'humilité un peu de dire... Bon, en fait, on crée pour les gens, donc il faut être à l'écoute des gens, il ne faut pas être entêté. Et c'est à ce moment-là qu'on a tout mis sur pause et qu'on a fait venir des utilisateurs de la plateforme. Alors, ils n'étaient pas méga nombreux, méga assidus, mais il y en avait assez quand même. Et il y avait un affect, tu vois. Donc, ils sont venus nous voir au Nouma et on leur a dit, comment je peux t'aider ? Moi, on veut aider les étudiants dans leur vie quotidienne à trouver des infos, des services, tu vois, un stage, un job, une idée de bar, de soirée, etc. Et en fait, ils nous ont dit, ouais, mais c'est effectivement pas sur l'appli qu'on va faire ça. On a commencé une conversation, tu vois, un peu comme on le fait là avec eux. Ouais. Et finalement, on leur a dit, attends, le produit va être un non-produit. Ça va être en fait, on va continuer cette conversation, mais par mail, puis par SMS, puis par Messenger. Et c'est comme ça qu'est né Jam. Et en fait, au début, Jam, c'était nous. C'était nous, avec nos petits bras. On était quand même déjà une équipe de 6-7, tu vois, autour d'une table, avec tout ce qu'apportait aussi l'écosystème du Nouma, des designers en résidence, on avait des mentors, on avait d'autres CEO avec qui on discutait. Enfin, on est parti dans la Silicon Valley pendant 2 semaines, rencontrer plein de gens. Enfin, tu vois, il y avait vraiment... tout était réuni et il n'y avait plus qu'à trouver l'étincelle. Et ça, je pense que c'est un truc hyper important, c'est... L'étincelle, c'est le product market fit. L'étincelle, pour moi, c'est le product market fit. Ouais. Et c'est pas l'idée. J'ai cru que c'était l'idée, la motivation. Non, c'est... Et donc, en fait, on a commencé à créer la conversation. Au début, donc, c'était nous. OK, Jean-Claude, j'ai trouvé une idée de cadeau pour ta maman. J'ai trouvé des opportunités de stage à New York, à Shanghai, machin. Ouais. Il nous répond. Et Loïc, donc mon associé, ingénieur, dit... Quand l'équipe aura fait quelque chose 3 fois à la main, je le code. Et il disait toujours la plus belle ligne de code, c'est celle qu'on n'écrit pas. Et je ne me mettrai à coder que quand on a fait... La plus belle ligne de code, c'est celle qu'on n'écrit pas. Voilà. Et le nombre de fois que j'ai entendu le mot à la mano, à un moment, j'en pouvais plus parce qu'il était là, à la mano, vous faites à la mano. Loïc, est-ce que tu pourrais me développer ? À la mano. À la mano, à la mano. Et en fait, à partir du moment où on l'avait fait 3 fois et qu'on pouvait le prouver, on lui envoyait le ticket, mais limite à l'écrit, tu vois. Et là, il commençait à coder. Et comme il est excellent, en fait, il développait super rapidement. Ouais. Et on a développé notre première interface comme ça, avec des templates, avec des relances. Et puis petit à petit, il a connecté des API. Je vais connecter l'API. Donc là, on ne parle pas encore d'IA, finalement. Non, on ne parle pas d'IA. On parle juste d'une interface, tu vois. Conversationnelle. Et puis, petit à petit, il a dit, bon, je vais rajouter des petits algos d'IA. Par exemple, quand quelqu'un dit, je cherche un appart, on reconnaît que c'est un appart. Et donc, on va faire remonter telle API. Puis après, la personne va dire, mon loyer, mon budget, c'est ça. Et donc, petit à petit, il y avait un peu de machine learning, etc. Et c'est là où, en fait, je pense que c'est un peu une claque d'humilité, mais moi, je trouve ça hyper intéressant. Mais c'est beaucoup l'extérieur qui nous a révélé ce qu'on faisait. Et tu vois, à ce moment-là, il y a des investisseurs qui ont dit, on voit ce que vous faites avec Jam, c'est hyper intéressant votre vision de l'IA.
Et nous, oui, on disait le mot IA, mais tu vois, c'était machine learning, un peu d'algo, reconnaissance de langage. Enfin, et c'est hyper intéressant votre vision. On veut investir. Et en fait, on y allait. Ok. Ouais. Tu sais, ce que tu me partages là, c'est une discussion que j'ai régulièrement avec Mathieu Nebra sur la fameuse One More Feature. Où, quand on est fondateur tech, on va vouloir résoudre le problème qu'on identifie avec ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire un nouvel outil, une nouvelle feature. Mais ce que tu me partages ici, et j'espère que ça va résonner à tous ceux et celles qui nous écoutent, c'est que le problème, c'est pas le produit, hein. C'est justement l'extérieur, c'est ce que veulent les clients. Vous avez décidé de faire un pivot. Tu m'as donné une expression que j'adore, c'est la claque d'humilité. Je crois que tu l'as dit comme ça. Et je pense que c'est un des premiers enseignements là, que c'est pépite que tu nous partages. Moi, quand tu me dis one more feature, tu vois, j'ai envie. La phrase qui m'est venue, c'est non, c'est one less feature. Et il y a vraiment ce truc de ton produit devient intéressant, parfait, quand il y a plus de features à enlever. Et c'est un parallèle qu'on peut faire avec tout. J'adore cette phrase de Churchill, on va citer Churchill comme ça, mais qui disait, qui écrivait une lettre, je sais plus à qui, et qui disait si j'avais eu plus de temps, je vous aurais écrit une lettre plus courte. Et tu vois, cette espèce de changement de perspective, dire en fait, quand tu mets plein de features entre les mains des gens, c'est que t'as pas choisi. Tu sais, il y a même une courbe de la rapidité d'adoption d'un produit est inversement proportionnelle au nombre de features. Ok. Et c'est une courbe vraiment. La ressource parce que c'est. Ouais, regarde, fact check, mais en fait, effectivement, tu sors un produit, il y a 15 features, c'est tout nouveau, personne ne comprend rien. Tu sors un produit, il y a une fonctionnalité, c'est hyper clair. Et après, tu rajoutes et tu itères et avec les gens, en fait. Mais c'est ça, one less feature jusqu'à n'avoir que la bonne, quoi. Ouais. Il y a un lien aussi. Alors, je vais te poser la question après, mais sur qu'est-ce qui fait qu'un fondateur tech va plus s'orienter vers la tech. Limite, se dire le marketing, c'est pour les autres, mon produit doit se vendre tout seul, c'est génial. J'ai entendu ça souvent, et donc, il y a un petit côté, alors, je ne sais pas si c'est mindset ou juste façon de réfléchir. Vous, j'ai le sentiment, 3 ans, c'est long, mais c'est pas si long que ça, en fait, pour pivoter. Merci. Que ce soit toi, alors toi, t'as pas forcément un background tech, c'est plus, on va dire, commerce, Sciences Po, tu étais, voilà. Loïc, il a eu du mal, par exemple, à l'époque, à se dire, ok, c'est pas la feature, ou il s'est dit, non, en fait, c'est... Dans sa philosophie, c'était assez facile pour lui aussi? Je pense que tous les deux, au début, on était très passionnés par notre domaine. Donc lui, la tech, et moi, oui, le business, le market, le design aussi, tous les deux. Et on se rejoignait sur le produit. Ouais. Et on a passé justement 1 an ou 2 en fait, à se faire kiffer. Mais sur ce qu'on construisait, mais sans penser, sans être en dialogue avec l'utilisateur, tu vois. Et on s'est fait vraiment... tu vois, il est venu me voir un jour en disant « Ouais, moi, je suis en train de construire une infra qui fait qu'il peut y avoir 1 million de personnes sur la plateforme. » Et j'étais là « Ah ouais, grave !» Non, en fait, il y en avait 0 pour l'instant. Donc, en fait, déjà, si on a 100, c'est cool. Et on verra plus tard. On va passer 1 an à construire C'était il y a longtemps, hein, pour notre défense, tu vois. Il y a 15 ans presque, 14 ans. Mais en fait, tous les deux, on était très concentrés là-dessus. Et je pense que là où ça a vraiment marché, c'est qu'ensemble, on s'est pris tellement un mur... En fait, on s'est pris 2 murs. On s'est pris un premier où on s'est dit on l'a pas vraiment bien fait, on va repartir sur les bancs de Sciences Po, discuter avec les utilisateurs, essayer d'améliorer. Mais on était encore dans notre idée de plateforme pour les étudiants et juste on va la reconstruire avec eux. Ouais. Mais pour moi, c'est encore même pas, c'est pas reconstruire avec eux ce que tu veux faire, c'est quoi leurs besoins, quoi. Voilà, exactement. Mais donc on s'est pris un peu 2, tu vois. Alors, non, allez, on reprend à 0. Non, le 0, c'était pas ça. C'est encore le niveau d'en dessous, tu vois. Et en fait, là, à ce moment-là, tous les deux, on était passionnés par l'aventure de partir du besoin et d'être au service, tu vois, de ce besoin des utilisateurs. Et donc, lui, il avait aucun problème. Et au contraire, c'est lui qui disait... C'est rare, je sais pas si c'est rare, mais en tout cas... Je sais pas, mais en tout cas, c'est arrivé tous les deux au même moment. Okay. Parce que c'est cette claque d'humilité, tu vois, mais au même moment on s'est dit en fait là où on va s'éclater c'est d'être en contact avec les gens et de construire quelque chose. Je pense qu'on avait juste envie de trouver l'usage, tu vois. Et à un moment t'es au pied du mur et t'es là
L'usage, tu le mettrais à quel niveau? Parce qu'on parle de product market fit, on parle de produit, on parle de marché. C'est la même chose Ouais, c'est ça. C'est l'usage. C'est juste les gens, ils ont un besoin et tu crées quelque chose qui répond à ce besoin. Qui est utile. Et qui est utile. Okay. Et tu te poses plus la question de non, mais moi, mon idée, c'était ça. Et le nombre de personnes qui te pitchent un projet par l'idée et pas par le besoin. Tu vois, à un moment, pendant 2 ans, je donnais des cours à Sciences Po d'entrepreneuriat. Tu vois, j'avais des élèves non-tech qui montaient des projets et je les faisais pitcher, évidemment, leurs projets. Et je disais, moi, je ne veux pas entendre vos idées, je veux entendre que le problème. Et du coup, j'ai développé vraiment l'oreille de savoir qui est vraiment en train de partir du problème, qui va dire tout droit à l'autoroute de l'idée, de la tech, du produit, machin. On va s'en dessus. Voilà, mais t'as ceux au milieu qui arrivent à te dire le problème, c'est que personne n'a une appli qui était là. Non, peut-être pas essayer de me feinter là. Grave, t'es là. Écoute, c'est pas parce que tu commences par le problème que je te crois, enfin que je capte que tu me parles pas de ta solution. Et je pense qu'il y a vraiment 20% des gens qui arrivent à parler du problème parce qu'en fait, le problème, tout le monde peut l'identifier. L'idée, il y a vraiment, on est attaché à son idée. Il y a un ego, on se sent fier, on a l'impression d'avoir trouvé un truc. Et tu vois, même plus largement, plein de gens qui disent j'aimerais bien entreprendre, mais j'ai pas d'idée. C'est là, ouais, mais je pense que des problèmes, tu peux en trouver. T'en as. Commence par là, quoi. J'ai un petit garçon qui a 7 ans et on parle d'entrepreneuriat, puis il a des idées, comme ça il me voit travailler. Et à chaque fois, je lui dis liste tous les problèmes que tu vois. Et le dernier en date, c'était balayer la terrasse, quoi. Bah oui, c'est un problème. Est-ce que tu as envie de balayer la terrasse? Est-ce que je peux monter en entreprise pour... Bah oui, c'est bon. J'essaye déjà de... non, mais c'est ça. En fait, pour moi, un entrepreneur, il est orienté problème. Et c'est OK de voir des problèmes parce que tu les vois comme des opportunités d'amélioration, d'optimisation. Et l'excitation, elle doit être là. Pas dans j'ai une solution toute faite, quoi. Génial. Alors, je sais pas si on peut faire un fast-forward jusqu'à 2021. On va essayer. Transit, parce que 2021, c'est le moment où vous vendez Jam. C'est aussi le moment où on va pointer le bout de son nez ChatGPT C'était un an après. Quoi, c'est ça, voilà. en fait. Donc, il y a une espèce de transition. Donc, j'essaie de juste terminer 10 ans de Jam un peu plus... combiné en 10 minutes de podcast, c'est pas rendre honneur au travail qui a été fait, mais comment tu es arrivé à la fin de cette aventure et qu'est-ce qui s'est passé après pour aujourd'hui qu'on te connaisse comme une référente sur les sujets d'IA? L'aventure se termine. Moi, je suis clairement sur les rotules. J'en peux plus. Est-ce que tu peux en parler de ça, genre sur les rotules, ça se traduit comment? C'est qu'est-ce qui fait que la boîte te met dans un état comme ça? Si j'essaie de résumer, l'aventure Jam, c'était vraiment passion, une obsession pour l'innovation. Tu vois, notre premier deck sur lequel on a fait notre levée avec des VC, c'était supprimer l'interface entre l'homme et la machine. Et c'était la plus belle interface et la conversation. Le plus beau produit, la plus belle interface n'est pas d'interface. Et il y avait un bouquin qui était notre Bible, c'était vraiment, je ne sais plus de qui, mais qui était, je ne sais plus, genre, The interface is no interface, un truc comme ça, qui disait, genre, en fait, si tu mets une interface, t'as perdu. Si tu mets une interface devant une poubelle pour expliquer comment l'ouvrir, ou devant une porte, c'est que t'as perdu, en fait, sinon tu... C'est du design même du produit. Voilà, exactement. Et du coup, nous, c'était vraiment ça qui nous inspirait, c'était, OK, on est des humains, la technologie peut nous aider à améliorer notre quotidien, à résoudre des problèmes, à fluidifier des choses, mais on est là à cliquer sur des putains de boutons, à faire dérouler des menus, à faire des listes de fonctionnalités, à cliquer sur des trucs, à remplir des champs. Est-ce qu'on peut pas faire mieux? Et en fait, mettre toute cette complexité dans la machine plutôt que chez l'humain qui doit se comporter comme une machine. Et donc, on se disait, en fait, finalement, c'est la conversation qui est la plus belle façon d'interagir avec la machine. Et ça, c'était 2015. C'était avant-gardiste. Hein. Oui, je pense qu'on peut... Dans les trucs positifs, on peut le dire clairement, mais clairement, on était en avance de vague. La technologie n'était pas assez mature. Et donc ça, c'est aussi un aveu d'échec. Tu vois, si tu es en avance, si tu as une belle vision qui va se réaliser 10 ans plus tard, mais que tu es trop en avance sur la technologie... Ça, vous le saviez à l'époque? Non, que vous étiez en avance, parce que ça, c'est des fois le truc qu'on regarde avec le recul, c'est de se dire en fait on avait la bonne idée mais pas au bon moment. On n'avait pas les outils pour, etc. Franchement, on se disait pas qu'on était en avance, on se disait que c'était la marge de l'histoire, qu'on avait cette vision et que c'était
évidemment ce qui allait se passer. Moi, si tu veux, j'allais sur les plateaux, les confs et machin, à répéter les applis vont mourir, on veut plus d'applis, la plus belle conversation, enfin interface à la conversation. J'avais fait une conf sur une péniche pas loin d'ici, dans le 13e aussi, qui était sur l'art de la conversation et l'art de la conversation avec les jeunes, parce qu'en fait, le point d'accroche pour nos clients, qui étaient les marques, les grandes boîtes, c'était vous voulez être en conversation avec les jeunes parce que c'est hyper dur de les toucher. Mais tu veux, et là c'est ma transition, c'est qu'en fait on se tordait en mille. On était là, ok, le business model, c'est les entreprises qui veulent sonder les jeunes, qui veulent leur parler. Donc on a fait des trucs cool, tu vois. On a bossé avec Spotify qui a fait une activation sur organise ta soirée de l'année et donc il faut de la musique, mais je te dis aussi les boissons et puis le lieu et le machin. Enfin, on a fait des trucs avec Airbnb, on a fait un chatbot pour Meta. Pour faire c'était un chatbot à l'échelle européenne. Chatbot, tu te souviens du mot je crois quand même, que je l'ai utilisé. C'était une conversation donc en anglais sur quel est le CEO du futur. Et on a déployé ça pour eux. Donc, tu vois, on faisait partie des premiers bots à l'époque. Avant ManyChat, avant ManyChat. Ouais. Après, on n'était pas on faisait des bots pour des marques, mais en marque blanche, on n'avait pas une solution en SaaS, tu vois. Mais bon, oui, je me suis retrouvée sur la scène de Meta, Facebook à l'époque en Californie, au F8, en 2017 ou 2018, tu vois, à raconter notre vision de la conversation dans Messenger. Donc, mais en fait, moi, l'image qui me revenait tout le temps, c'est que j'ai l'impression, tu vois, les assiettes chinoises, là où tu as avec tes baguettes et tu fais tourner, et s'il y en a une qui s'arrête de tourner, tu perds l'équilibre. Et moi, j'ai l'impression que j'ai passé 5 ans comme ça. C'est éreintant. Les 5 dernières années de Jam, c'est ça ? De Jam, c'était ça. Ou 4-5 ans, tu vois. C'était vraiment... on a une vision produit, on a une vision tech, mais qu'en fait, c'est aussi une vision sociétale. Donc, je passais beaucoup de temps aussi à donner des confs sur ma vision de l'IA. Tu vois, mon premier TEDx 2016, l'IA, notre responsabilité collective. Parce qu'il y a 10 ans, tu vois. Parce que on est en train de se dire, mais il se passe quelque chose, c'est important que tout le monde s'empare du sujet, prenne part à la conversation. Mais du coup, j'étais là à mener ces réflexions sociétales et presque politiques de front, essayer de créer un produit qui avait de l'adoption utilisateur, qui avait un cas d'usage qui marchait avec la technologie de l'époque, et en plus qui avait un business model. Je dis pas que c'était impossible, en tout cas, j'ai pas réussi. Tu vois. Genre, c'était trop dur, c'était trop schizophrène. Enfin, tu vois, j'ai une fois un CEO du Nouma, un autre entrepreneur, qui m'a dit, mais Marjo, c'est quoi la star de votre boîte ? C'est quoi la star de Jam ? Est-ce que c'est le produit ? Est-ce que c'est le sales ? C'est ça. C'est quoi là où vous mettez l'accent et tout le monde bosse dans cette direction ? Est-ce que c'est le chiffre d'affaires ? Est-ce que c'est l'adoption ? Est-ce que c'est la technologie ? Est-ce que c'est le produit ? Et j'étais là genre non. Là, c'est vraiment l'agora. Là, il y a tout le monde. C'est une holocratie entre tous les pôles. Mais du coup, et donc, moi, je suis arrivée un peu à bout de ça. Finalement, Jam est devenu un média plus qu'un produit, plus même qu'un service, parce qu'on se disait la conversation, elle n'est pas assez mature pour être menée par l'utilisateur, parce que le bot derrière, une fois sur deux, il comprend rien. Au début, il y avait de l'humain derrière, puis ça coûtait trop cher, puis c'était pas viable, c'était pas assez intéressant, c'était trop long, c'est pas scalable du tout. Donc, on va passer sur un produit 100% machine, tech et pas d'humain derrière. Du coup, il est un peu trop con, il comprend pas tout, c'est frustrant. Donc, en fait, on va faire que c'est lui qui lead la conversation. Donc, c'était Jam qui tous les jours t'envoyait une conversation prescriptée avec un peu d'IA, mais c'est quand même moins intéressant que le produit. Et est-ce que c'est une conversation naturelle d'avoir quelqu'un qui tous les jours avec des boutons, voir. des machins. Ouais, c'était pas finalement, tu vois, on tordait un peu notre vision et finalement, moi, Jam s'est fini quand même en apothéose sur un format que j'ai appelé 25, où j'ai écrit une conversation, une conférence à la Gaieté Lyrique, qui était 25. Les moins de 25 ans nous parlent des 25 prochaines années, et j'ai fait venir une dizaine de jeunes talents, Camille Etienne, Bilal Hassani, Fatima Das, tu vois, des Ego Decrypt, des super talents. De moins de 25 ans. Je me suis du coup réinventée journaliste, à préparer ça avec eux, avec amour pendant des mois, décalé 3 fois à cause du Covid et tout ça. Et là, je me suis dit, en fait, c'est ça qui me fait kiffer. C'est cette prospective, en fait, de réfléchir vers quelle société on veut, sur quoi on doit mettre l'accent.
avec Jam, il y avait cet enclin naturel de faire venir les jeunes à la conversation. Oui, il y a toujours ce trait commun des jeunes, de l'éducation, du partage. C'est là où on a commencé, parce que c'était notre angle, tu vois, moi, qui me parlait, qui me plaisait. Et puis à un moment, j'ai dit, bon, en fait, là, c'est quoi ma boîte? Enfin, même moi, je sais plus la pitcher. On fait 10 000 trucs à la fois. Je peux plus. Okay. Donc, il faut que je file le bébé à quelqu'un et que moi, j'aille dormir. Bah, c'est un choix qui est difficile, je pense, que toutes les histoires que j'entends, on associe tellement son identité à sa boîte que je sais pas comment tu as vécu la suite, parce qu'effectivement, aujourd'hui, tu es référente sur l'IA en France et même au-delà. En 2022, donc un an après la session, il y a ChatGPT, il y a un chat dedans, mais c'est pas le bon, qui arrive, et ça commence à être la déferlante, tout le monde a utilisé ça. Et là, on est, donc 2022, on est 4 ans plus tard. Tu formes des entrepreneurs, des dirigeants, des freelances à utiliser l'IA pour eux, pour leurs équipes, etc. Donc, comment s'est faite cette transition où tu avais une boîte, on va dire, la Startup Nation, et maintenant tu es solo, enfin, je sais pas, tu as peut-être une équipe aussi. Donc, comment s'est fait cette transition? Et puis, on va commencer un petit peu à parler du travail que tu fais avec le bootcamp IA. La transition assez progressivement et naturellement. Moi, je m'étais toujours dit, j'ai passé toute ma vingtaine sur ce sujet, sur Jam. Là, j'entre dans ma trentaine. Je veux pas que ma vie, ce soit juste tirer le fil de ce que j'ai fait à 20 ans. Donc, j'ai besoin d'une rupture nette. Tu vois, je voulais changer de domaine, changer de vie complètement. Et donc, j'ai vraiment fermé, là, j'ai claqué la porte. J'ai vraiment... C'était important pour moi de dire, je me laisse l'opportunité de me réinventer. Bon, finalement, c'est pas exactement ce qui s'est passé, mais pendant 2 ans, moi, je suis partie faire de la musique, faire du surf, vivre à la campagne avec des potes, des communautés. Enfin, tu vois, j'ai vraiment changé de monde. Et c'était difficile ou ça t'a fait du bien? Tu t'es reconstruit? Les deux, hein, ça m'a fait. En quel sens c'est difficile et en quel sens c'était bien pour toi? C'est hyper dur parce que, comme tu dis, ton identité, elle est complètement liée à ce que tu fais. Tous les gens qui t'ont connu à ce moment-là, ils sont là, mais attends, mais du coup, tu fais rien maintenant. Les gens qui te découvrent, c'est hyper dur de te présenter. Tu sais plus trop. C'est très bizarre. L'aventure, elle s'est terminée de manière aussi un peu floue parce que on a revendu, mais en fait, on a cédé une partie, tu vois, les actifs, l'équipe, etc. Mais c'était pas non plus une revente en mode grosse exit. Donc t'es là, genre, attends, c'était bien, c'est pas bien. L'équipe, elle continue. Moi, je continue un petit peu, je fais la passage. Enfin, c'était très flou comme période. Et le vertige de qu'est-ce que je devais devenir, qu'est-ce que je vais faire. Et de toute façon, besoin indispensable de cette jachère, de prendre vraiment un temps de vide, quoi, pour laisser revenir. L'année de jachère, t'as l'année de césure et l'année de jachère, j'aime bien le terme. Jachère et on voit ce qui se passe. Ouais. Complètement un autre rapport au temps, un rapport au monde, aux autres. Enfin, je sais pas. Et tout change. Donc c'était difficile et en même temps, tu vois, quand t'as vécu en accéléré, que chaque moment compte, que t'es là, t'es quand même. Ça va vite, quoi. Ouais, c'est ça. Et d'un coup, il y a plus rien. J'ouvre plus mes mails, j'ai pas ouvert LinkedIn pendant 1 an et demi, 2 ans. Tu vois, je suis disparue de la surface, quoi, et j'avais vraiment besoin de ça. Et en même temps, génial, parce que t'as le temps, tu découvres plein de choses, tu fais des rencontres, tu t'autorises à explorer. Donc, moi, c'était super, mais contente aussi d'en être sortie. Tu vois, ma vie est plus agréable aujourd'hui que pendant 2 ans de vide. Ouais, bien sûr. Même si je faisais des trucs cool, tu vois, j'ai fait beaucoup de surf quand j'étais ado, et donc j'ai arrêté pendant ma vingtaine, et du coup j'ai repris. Génial, tu vois, de progresser dans un truc, de reprendre. C'est la progression, elle faisait non pas dans le business, mais dans le perso, dans d'autres choses. Okay. Et c'est génial, mais t'es quand même à contre-courant, t'es pas dans le monde. Enfin, tu vois, c'est assez solitaire finalement. Ouais. Après, tu rencontres des gens qui ont les mêmes valeurs, les mêmes façons de penser, mais je dirais qu'aujourd'hui, maintenant que tu vois, avec le bootcamp et tout, c'est quand même. J'ai retrouvé un courant qui me plaît. Okay. Peut-être que le courant de Jam, c'était trop rapide et trop tumultueux. Après, je me suis retrouvée sur la rive. C'est cool, tu fais ton petit pique-nique, tu regardes les gens passer. Et là, je repris une petite barque qui me plaît. Une petite vague sympa. Et c'est cool. Voilà. Et donc, de toute façon, c'était indispensable, donc ne me pose pas de questions. Et en fait, c'est vrai que 2022, novembre 2022, je crois, ChatGPT sort.
C'est des potes qui me font découvrir ça. Ah, regarde ce truc et tout. Et là, je me dis, c'est Jam qu'on voulait faire, en fait, qu'on n'a pas réussi à faire. C'est la vision, quoi. Enfin, là, donc, choc. Mais... Tu ressens quoi là, à ce moment-là? Genre dégoûté ou c'est l'outil, il est enfin là? Alors, pas forcément l'outil est enfin là parce que c'était... Pardon, l'allié est enfin là. La quoi? L'allié est enfin là, ouais. Non, mais dans le sens où, en fait, moi, j'étais tellement loin de... Puis, comme j'avais pas de boulot, je bossais pas et tout, je me disais pas, ça va m'aider. Je voyais le truc plutôt comme... oh mon Dieu, notre vision n'était pas si bête, tu vois. Et donc, un peu la validation. J'avoue que ça fait validation a posteriori. Quand je vois la complexité, je me dis, évidemment, on n'a pas réussi, quoi. Enfin, c'est pas évidemment, c'est dans le sens la marche était vraiment très très haute et on l'avait peut-être sous-estimé. Donc, un peu genre, pas de regret. Je sais pas si j'aurais été la bonne personne pour réussir, mais dans tous les cas, les sacrifices à faire et les compétences et la vie, c'est pas celle que je voulais. Et là, j'étais vraiment solide sur mes appuis aussi de quel mode de vie je voulais avoir. Et je n'aurais pas pu être Sam Altman, j'ai pas son talent, mais dans tous les cas, j'aurais pas voulu avoir sa vie, tu vois. Enfin, tu vois, il y a un peu ce côté... tout s'est bien passé parce que c'était pas... mais c'était chouette de contribuer à quelque chose qui maintenant est en train de changer le monde. Tu vois, c'est agréable, tu vois, validant dans ce sens-là. Et après, un peu ce côté, maintenant c'est parti, on va voir ce que ça va donner, quoi. Alors justement, comment ça s'est construit le bootcamp IA? Je connais pas l'histoire justement. Ouais, ok. Moi, je vois le résultat final de ce qui se fait aujourd'hui. Je sais qu'on parle beaucoup de ton bootcamp, mais et du coup, fin 2022, ChatGPT sort et là, beaucoup de gens me rappellent pour faire des confs sur l'IA, parce qu'en fait, le sujet IA revient. Parce que j'étais identifiée ça faisait vraiment 10 ans, ou 6-7 ans à l'époque que je parlais de ça. Et donc, je me dis, non, au début, je me dis non, moi j'avais dit que je tirais pas le fil. J'ai pas envie de revenir. Moi, j'ai envie de venir vous parler de communauté, limite de chamanisme, de musique, de surf, mais pas d'IA. Et puis, tu vois, des agents de conférenciers avec qui j'avais une belle relation, avec qui je bossais, qui me disaient « Attends, mais là, j'ai un super client, ça peut être cool. » Donc, ok, j'y vais. Là, donc, t'as commencé par les confs? J'ai commencé par les confs, en fait. J'ai commencé par des confs, et là, je me dis « Tiens, c'est marrant, parce que je reprends quand même du plaisir. » Et là, c'est un peu ce truc de... Tu vois, on dit anglicisme, mais le purpose, c'est aussi le pure positioning. C'est vraiment ta position pure. T'arrêtes avec les punchlines, tu nous en balances depuis le début. Écoute, positioning. Pure positioning, c'est vraiment l'endroit où en fait tu es, et tu es pour toi, mais aussi malgré toi, et tu peux pas en sortir. Enfin, mais c'est bien de le dire comme ça, c'est un peu que c'est ton essence, et tu peux pas lutter. Et tu peux pas lutter, c'est bien de le dire parce que ça va t'apporter des bonnes choses et ça va aussi avoir des inconvénients, mais de toute façon, c'est comme ça. Et moi, tu vois, le côté conférence, à la fois, ça m'a beaucoup pris d'énergie. C'était, ok, c'est drainant, tu viens, t'as je sais pas combien de centaines, parfois des milliers de personnes, c'est un pic d'adrénaline, etc. Et en même temps, une fois que j'y suis retournée, this is where I belong. Enfin, tu vois, alors c'est là que je dois être, ça me fait du bien. C'est quoi qui te nourrit dans les conférences, notamment? J'accède à un niveau de ma pensée que je ne peux pas avoir si je suis à un café avec un pote. Ouais. Je sens qu'il y a un truc qui se débloque qui est plus grand que moi. Et je le dis dans le sens que tout le monde, je pense, peut relier ce truc quand tu le trouves. Ouais, c'est ta zone de génie. C'est ta zone de génie, c'est ton flow. En fait, c'est un moment, ça devient mécanique, c'est presque animal. Et moi, quand tu vois, le moment d'avant la conf, la demi-heure avant, ou parfois même la veille, j'ai pas envie, machin. Et le moment où j'arrive sur la scène et que je commence à dérouler, mais je m'entends même plus penser, je suis plus moi. Ouais, t'es dans le flow, quoi. Je suis dans le flow, ouais. Et ça a pas de prix, en fait. Enfin, si, c'est un prix, c'est difficile, ça te demande beaucoup. Et d'ailleurs, pour faire un fast forward, cette année, là, 2026, je fais 0 conf. Pour quelle raison? Parce que je me concentre sur le bootcamp. Et parce que j'ai compris que cette jachère, elle est
tellement fructueuse. En fait, je pense qu'aujourd'hui, si on veut faire les choses avec beaucoup d'intensité, beaucoup de profondeur, on peut pas être dans le linéaire. La productivité, la créativité peut pas être linéaire, que c'est bien d'avoir des moments où tu fais à fond. En fait, des moments où tu te nourris. J'avais lu un article dans un blog qui s'appelle What But Why, qui parlait de, tu vois, la créativité comme un sablier, et qui disait, il y a un moment où tu te nourris, et il y a un moment où tu crées, tu fais le output, tu vois, input-output. Et en fait, si tu fais que te nourrir, mais que tu outputes pas, il y a un goulot d'étranglement. Et si tu fais que donner, créer, produire, et que tu te nourris pas, ça s'assèche en haut. Et du coup, si tu recycles, mais il se passe pas grand-chose. Et qu'en fait, l'enjeu de la vie, c'est d'avoir cette boucle. Et donc, la boucle, elle peut être soit constante, mais c'est très dur de se dire, dans ma vie, je vais toujours me nourrir et créer, me nourrir, avoir une boucle parfaite. Si on n'y arrive pas, ou si on n'est pas fait comme ça, en tout cas, moi, tu vois, j'ai des saisonnalités, des moments où je fais plus l'un que l'autre, j'accepte qu'il y a des moments où je nourris et des moments où je produis. C'est des saisonnalités qui se comptent en semaines, en mois, en années? Je pense qu'il y a tellement de mini-cycles dans tout, tu vois. Il y a des choses où ça va être à l'échelle d'une semaine, d'autres à l'échelle du mois. Mais en fait, c'est presque, plus tu veux faire quelque chose d'important, plus il te faut de l'élan. Donc, tu vois, ce que je fais, je sais pas que c'est important, mais ce que je fais, en tout cas, c'est important pour moi avec le bootcamp. Il m'a fallu cet élan de 2 ans. Oui, voilà. Et en fait, pour répondre du coup à ta question sur comment c'est né, en fait, je me suis retrouvée à faire quelques confs sur l'IA, sur le management, sur le leadership. Et petit à petit, je m'en trouve sur une scène à Monaco pour le one-to-one retail, e-commerce, tout ça. Et le MC, l'hôte en fait de cette session, c'est Mathieu Stéphanie du podcast Génération Do It Yourself, qu'on ne présente plus. Et on est sur le podcast il y a quelques semaines. Donc. Ok, trop bien. Et qui me dit, ok, donc toi, Marjo, on se connaissait pas, Marjolaine, tu vas faire une conf, tu vas faire animer une table ronde sur l'IA. C'est quoi ton angle? Et en fait, les organisateurs m'avaient proposé un angle. Et je suis arrivée sur complètement autre chose. J'ai dit non, moi je vais vous parler de l'IA comme justement allié stratégique de manière globale et sur la créativité, la productivité. Enfin, je leur présente complètement autre chose, plutôt faire naître une idée. C'était un peu ça mon angle. Et en fait, il me rappelle et il me dit mais attends, c'est hyper cool. T'es chaud de passer sur le podcast Génération Do It Yourself. Et moi je dis ça fait 2 ans que je suis hors circuit. Je viens donner ma conf parce que c'est cool, c'est des gens avec qui que je connaissais avant, c'est très bien payé, c'est machin, je viens, mais moi c'est pas ma vie, tu vois, c'était un peu mon side truc. Est-ce que je vais arriver à raconter, qu'est-ce que je vais raconter sur Génération Do It Yourself, à part que je suis pieds nus la moitié de l'année et que je fais du surf, tu vois. Et il me dit si viens, on t'invite, tu restes à Monaco 2 jours de plus, on fait le truc et tout. Bon, ok. Et du coup, j'y suis allée vraiment sans aucune... tu vois, j'avais rien à vendre. J'étais en train d'organiser une retraite avec une entrepreneure, une copine, Elsa Hermal, qui avait aussi vendu sa boîte. Une retraite au Portugal qui s'appelait Tempo, pour entrepreneurs un peu en burn-out. Tu vois, se reconnecter à soi. Bien-être, santé. Bien-être, sport, nature, yoga. Enfin, tu vois, un peu un espèce de mélange de prenez soin de vous pendant 5 jours. On a fait des ateliers sur l'argent, des ateliers sur le rapport à la mort, sur le leadership, on a fait de la respiration, une espèce de melting pot. Et donc, c'était ça mon taf, tu vois. C'est ça sur quoi je réfléchissais. Et je suis arrivée sur le podcast de Mathieu Stéphanie et il me dit, écoute, donc c'était le lendemain de la fameuse table ronde. Et là, il raconte, attends, t'as fait un événement, t'as fait une table ronde sur l'IA. Il y avait des dirigeants de chez Meta, de chez Salesforce ou de chez WWF, de je sais pas quoi, des grandes boîtes. Tu les as mind blown sur allez, tu vas faire un logo, tu vas faire un avatar, tu vas faire un site, tu vas faire un blog, on va créer un LLM, enfin pas un LLM, mais on va créer un agent ou un assistant. Mais à l'époque, les agents, en plus, c'était pas encore. Non, alors c'était pas un agent, c'était un assistant conversationnel à qui tu poses des questions. Mais en gros, en 45 minutes, je leur ai fait faire la surcouche qui répondait à toutes les questions de l'événement. Et tu vois, rien que de dire, tu branches une base de données, tu branches un PDF avec le programme, les intervenants, les lieux, et tout ça, tu le nourris à une petite IA. Tu vois, c'était tout, c'était vraiment le tout début. Et en fait, après, pendant l'événement, tout le monde a parlé de ce moment en disant attends, il y a une meuf qui nous a fait faire un truc. Et donc Mathieu, on commence le podcast en disant mais t'as fait un truc t'as cassé l'événement, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de ça et machin. Et donc ça m'a
Et ça t'a surpris, toi, sur le moment? Parce que ça te semblait naturel ou tu savais déjà que t'allais arriver Oui, avec en fait, j'étais tellement loin de ce qui... Enfin, moi, j'étais dans mon truc, je geekais un petit peu, j'en parlais avec des potes. Donc, je suis arrivée... Mais c'est ce que tu disais, t'aimes bien réfléchir en profondeur sur ces impacts sociétaux, sur les manières de travailler. Du coup, mais j'étais un peu déconnectée de ce qui se faisait. C'était une chance, parce que du coup, je suis arrivée de manière très naïve, ingénue. Allez, je vais vous... Plutôt que de faire une conf sur laquelle on m'attendait, peut-être très... tu vois, prendre beaucoup de recul, parler d'infra ou parler de culture ou leadership ou d'adoption plutôt abstraite, j'aurais dit non, les gars, même si c'était des seniors level dans des grandes boîtes, j'ai dit on va faire un mini-site, on va faire une presse, on va faire une chanson. Et donc, je me retrouve sur le podcast de Mathieu. Et je dis oui, j'accompagne des entrepreneurs, j'accompagne, mais c'était du pro, enfin tu vois, c'était un peu pro bono, j'accompagne des gens. Et là, Mathieu m'a dit il faut que tu aies un site, quelque chose vers lequel, un landing, un truc vers lequel rediriger les gens. Et pour l'anecdote, je lui ai dit ok, c'est bit.ly/Marjolaine Grondin. Sachant que s'il allait sur le site, il n'y avait rien. Et j'ai eu la nuit pour me faire une page Notion. D'ailleurs, elle existe encore. Et en fait, si tu regardes la page, il y a un petit micro au début. Parce qu'en fait, au début, c'était tu viens du podcast de Mathieu, machin. Et c'était voilà qui je suis, voilà ce que j'ai fait avant, voilà mes anciennes confs. Et voilà mon Calendly. Et en fait, le Calendly a... C'est ton POC, hein, là. C'était mon MVP. Tu vois. MVP, voilà. Et en fait, le Calendly a explosé, mais j'ai jamais connu... Enfin, c'est la puissance, en fait, de ce podcast, d'être au bon endroit. Ça a été juste le raz-de-marée. Ok, et donc à partir de là et en fait, les gens étaient là, est-ce que tu peux me coacher? Est-ce que tu peux venir dans ma boîte pour former mes équipes? Donc j'avais des gens de tous les niveaux. Est-ce que tu peux faire une conf? En gros, c'était, est-ce que tu peux me former sur l'IA? Et là, je me suis dit, je peux pas coacher tout le monde en one-to-one. Donc je vais lancer mon rêve. Ça a toujours été depuis des années de créer une formation, mais il fallait trouver l'angle, parce que c'est pas juste moi, Marjo, je rêve de faire une formation, c'est de quoi les gens ont besoin. Voilà. Et là, les gens ont besoin. Et donc j'ai fait une landing. Et je l'ai annoncé sur le sommet IA de la boîte de mon meilleur pote Alex Dana de Live Mentor. On se connaît bien avec Alex. Je savais pas que vous étiez pas. C'est très très bon pote aussi. Ah, ok. Et ben voilà. Trop bien. Et voilà, Alex, c'est mon meilleur pote depuis 10 ans. Et du coup, il m'a dit écoute, tu vas faire l'intro, le premier slot du sommet IA. Et donc on fait la conf ensemble, il me donne le micro, machin, je fais ma démo, je raconte comment l'IA m'a aidé à créer la retraite au Portugal. Et je dis, en fait, si vous voulez, j'ouvre un bootcamp, il y a 20 places, et c'était une landing avec rien derrière, un Stripe et c'est tout. Et donc j'ai eu une semaine pour créer le contenu, semaine par semaine, et ça c'était en avril, il y a 2 ans. Ouais, ok, génial, j'adore cette histoire. Et tu vois, je reflète sur Jam et je reflète sur le bootcamp IA, toutes les leçons que tu nous as partagées dans les premières 20 minutes de l'interview, elles étaient naturelles dans le second projet où ça part du besoin, il y a un vrai marché, il y a le vent dans le dos, simplicité aussi, tu vois, de la promesse. Tout petit, tout... le MVP qui est construit sur une page Notion en live sur le podcast de Mathieu Stéphanie. Mais non, je trouve ça inspirant, je préfère le noter parce que c'est pas forcément évident. C'est hyper intéressant. Et donc maintenant, le bootcamp, comment ça fonctionne un bootcamp? Parce que c'est un terme, je ne suis pas forcément familier. C'est quoi? C'est 6 semaines? Ça dépend complètement. Moi, j'ai trouvé, je me suis dit bootcamp, mais je ne savais pas, c'était formation, mais assez intensive. Ouais, puis il y a le côté aussi, tu fais vraiment attention. Parce que je te disais, moi, je viens de l'industrie de l'infoprenariat. On peut être plus dans la formation sans vraiment avoir l'accompagnement. J'ai sentiment que dans le bootcamp, il y a quand même un côté de cohorte où... c'est ça, en fait. Moi, je suis avec les gens, j'ai les lives, le coaching, le groupe WhatsApp. Donc, je suis très connectée aussi à la matière, à ce que je fais. J'ai vraiment en direct les retours des gens, les étoiles dans les yeux, l'émotion. Donc, c'est toutes les semaines, tu as un live, c'est ça? En fait, c'est ça. Maintenant, donc, c'est des cohortes de 4 semaines, avec 5 modules. Donc, un premier que tu fais en amont, et après, on se voit toutes les semaines pour les modules. Je fais des cohortes. Aujourd'hui, les cohortes sont un peu plus larges, et donc, je fais 2 groupes de niveau, parce que aussi, l'IA appelle à ça. Mais dans n'importe quelle industrie, tu as ceux qui découvrent, et puis ceux qui sont déjà un peu experts et qui ont besoin d'avancer plus. Et c'est vraiment 2 niveaux très différents. Il y a 2 ans encore, tout le monde découvrait. Aujourd'hui, Théo, je suis obligée. Donc, j'ai 2 groupes de niveau à chaque fois. Et je les forme, tu vois, sur l'état de l'art de l'IA. Les lives font que du coup, c'est aussi toujours qu'est-ce qui a été intéressant cette semaine. On va se pencher là-dessus. Et c'est pas un bootcamp sur l'outil, c'est un bootcamp sur l'approche. Et ça, c'est très important. Et je le dis, c'est pas une punchline, c'est vraiment les gens me disent, j'ai cru que je venais pour me former à une technologie, à un outil.
En fait, c'est une approche philosophique du travail, de la vie, de la réflexion, de la stratégie, de la productivité. Je parle beaucoup de travail profond, l'importance de l'asynchrone, qu'est-ce que protéger sa créativité. Et je le fais évoluer aussi au fil de l'eau. Et tu vois, par exemple, le module créativité, parce que, tu vois, j'ai productivité, créativité, automatisation, stratégie. Créativité, il y a 2 ans, typiquement, c'était... c'est génial tout ce que je peux faire avec l'IA. Regardez, je prompte des images, je prompte des chansons, je prompte, je sais pas, j'ai mon avatar, machin. C'était hyper excitant, la technologie, et on s'amusait à faire des choses. L'année dernière, quand je l'ai refait, je dis, OK, le but, c'est pas de faire plus, c'est de faire bien, de faire son identité visuelle. Mais encore, vraiment, on ouvre les vannes, on fait plein de trucs. Je l'ai tout refait il y a 2 semaines, en disant... Qu'est-ce que la créativité à l'ère de l'IA? Qu'est-ce qui est chez l'humain? Qu'est-ce qui est chez la machine? Posez votre design system, un terme que Claude mentionne, mais du coup, j'ai créé aussi le visual system, le writing system. Comment t'écris avec l'IA? Le writing system, c'est quoi? C'est le voice guide? C'est ça, en fait, c'est ta voix, plus après, tu peux rajouter, tu vois, il y a tout un guide anti-IA writing. Tu vois, et donc, tu crées ton système et tu le nourris à ton IA. Mais voilà, qu'est-ce que c'est que d'écrire avec l'IA? Et en fait, c'est pas toujours la même chose. Si t'écris un tuto, tu peux le générer comme ça. Si tu écris un texte intime, une newsletter de conviction, ne demande surtout pas à l'IA d'écrire et ne demande pas d'écrire le premier jet parce que ça va être dur d'éditer. Écris-le toi-même et envoie-lui. Enfin, donc ça s'affine de collaborer petit à petit. Avec l'IA. Et là, de ce que j'entends, et moi, c'est vraiment une conviction que j'ai, on est sur tous ces sujets-là avec Square. Mais pour te dire, la semaine dernière, j'ai remis en page le Brand Kit, qui est en fait le design system, etc. Tout ça pour te dire que j'ai le sentiment que ce que tu aides à faire, en tous les cas, avec les exemples que tu as partagés, c'est le contexte que tu donnes à l'IA. Et moi, j'avais une question, tu vois, qui est la suivante, je vais te la partager, c'est est-ce qu'il y a, quand les gens viennent te voir, est-ce qu'il y a un mythe sur l'IA que tu en as marre d'entendre? Est-ce que c'est le mythe de l'outil? Est-ce que, et toi, si tu avais l'occasion de le partager là en vidéo, c'est quoi le truc que tu aimerais un peu dégommer sur l'approche justement avec l'IA? Il y en a plein, hein. Mais je pense que le mythe, effectivement, c'est le mythe de oh là là, il faut trouver la pépite, le bon outil. Et une fois que j'aurai... En fait, le mythe, c'est qu'il y a une recette secrète. Et qu'une fois que tu l'as... il n'y a pas de recette secrète, c'est ça. C'est le mythe, c'est quand j'aurai trouvé le bon outil, le bon prompt, et la bonne approche. En fait, comme si le prompt, c'était une formule magique. Ouais. Ah là là, j'ai pas mis dans le bon prompt. Tu vois, il y a même des gens parfois qui me disaient, est-ce que ça change si je vais à la ligne? Là, en fait, il n'y a pas une magie où une fois que tu as trouvé le bon prompt, écrit parfaitement. Mais c'est ce qu'on nous a vendu au départ. C'est ce qu'on nous a vendu au départ. Agis en tant que... Pourquoi pas, mais c'est pas une recette magique, ça doit vraiment être une conversation itérative. Et en fait, ça, c'est un mythe qui est très délétère parce que beaucoup pensent que une fois qu'ils auront trouvé la bonne architecture, le bon outil, le bon prompt, tout va bien se passer. Et donc, c'est un frein énorme à l'action parce qu'on pense qu'il faut avoir bon du premier coup et qu'une fois que tu as trouvé, c'est aligné et c'est bon. Alors qu'en fait, pour moi, l'IA, tu vois, on parlait au tout début de claque d'humilité, c'est un peu ça, c'est qu'il faut être humble et il faut y aller de manière itérative. Il faut tester, il faut que les équipes s'en emparent et il ne faut pas croire que on va faire un truc dans notre coin et un jour on va arriver et ce sera le bon système et ce sera parfait. Et en plus, ce mythe, il est entretenu par effectivement toute la hype autour de l'IA et la hype qui n'est pas que les créateurs, les créatrices de contenu, qui est aussi les CEO derrière les boîtes d'IA, parce que c'est une prophétie autoréalisatrice, c'est ah là là, ce qu'on fait, c'est hyper important, on est proche de l'AGI, on est proche de tu vois, la conscience de l'IA, puis ça va prendre les jobs, et puis ça va ceci, et puis les agents. Mais en fait, tellement de gens croient que je dois faire un truc mal parce que toute ma boîte n'est pas automatisée. Non, tu fais pas un truc mal. Même Sam Altman vient de dire que maintenant c'est mail, c'est lui qui répondait. Tu vois, enfin, ça avance dans tous les, un pas de côté, 3 pas en arrière. Pour moi, le mythe, c'est il doit y avoir un secret bien gardé sur le bon prompt, le bon outil, la bonne archi. Ouais. Et une fois qu'on aura ça va. Alors qu'en fait, tout le monde doit créer son propre système. J'ai souvent cette image, tu es le chef d'orchestre et moi j'aime bien, aujourd'hui j'ai Claude au cœur, je dis que c'est le QG, mais qui est connecté aux bons outils et qui est connecté surtout au bon contexte. Curiosité, on va aborder aussi l'acculturation des équipes à l'IA, parce que toi tu formes essentiellement des freelances, des entrepreneurs, des dirigeants, mais aussi les sujets d'équipe.
Moi, c'est le sujet qu'on a chez Square en ce moment. Mais il y a aussi le sujet de contexte où, toi, aujourd'hui, moi, je pense qu'on a j'ai en tout cas généré un bon contexte. Et j'ai 2 questions qui arrivent. C'est la pertinence de l'évolution du contexte. Alors ça. Où est-ce que tu le stockes? Comment tu fais en sorte que ce ne soit pas que moi, en tant que fondateur, qui fasse le contexte, mais il y a des sujets, par exemple, sur lesquels, financiers, pour en parler d'un, où je suis le moins compétent possible. Tu parles du market, du sales, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc, c'est quoi les bonnes pratiques? Qu'est-ce que tu enseignes? Qu'est-ce que tu partages? Alors ma petite dad joke dans le bootcamp, c'est le contexte est roi, le contexte est ROI. Tu vois. Vraiment, c'est le retour sur investissement du coup. Allez, encore une punchline, c'est parti. J'en ai à moitié honte celle-ci, et à moitié je la kiffe. Mais c'est vraiment genre, son retour sur investissement est énorme. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde l'a un peu compris. Il y a un moment où les gens, ah bon, faut que je nourrisse du contexte, oh là là, ça prend du temps. Pourquoi ça peut être sympa en plus. Alors qu'en plus, c'est hyper sympa et ça t'apprend aussi des choses sur toi. C'est un moment vraiment important et structurant. Et après, effectivement, une fois qu'on l'a créé, c'est le mettre à jour, le nourrir. Donc, encore une fois, il n'y a pas de recette magique. Ça dépend de ton équipe, de la taille, de la structure de l'équipe, etc. Mais tu vois, ça peut être des owners de certains contextes. Dire, toi, tu es le owner dans la boîte de la mise à jour, de garder à jour le contexte financier. Toi, les bonnes pratiques sales. C'est des playbooks, en fait. C'est simplement des playbooks qu'avant, on se partageait entre humains. Et maintenant, on les partage entre humains, mais surtout, aussi et surtout avec la machine. Et donc, ça peut être, créer qui est honneur de quoi, d'avoir le contexte qui est centralisé à un endroit, donc ça peut être un Notion, un Obsidian, un Drive. Je vais te poser une question que tous tes clients doivent te poser, mais c'est genre le côté pratique, c'est où est-ce qu'on stocke ça? Comment faire en sorte que la dernière mise à jour du contexte, elle soit la bonne? Ça peut être un cloud partagé, tu vois, un dossier où tout le monde est dans le cloud, un Drive, un Notebook. Et un connecteur via Cloud. Voilà, c'est ça. C'est simple que ça, Un connecteur, tout simplement. Ça peut être un espace Notion. Et après, donc ça va être donc quand c'est Notion, tu peux pas le mettre en dur dans ton cloud, tu vois, mais tu peux quand même le connecter dans un projet. Et puis tu peux aussi le donner. Moi, j'aime bien. J'ai un côté aussi un peu bricolage parfois, et ça marche très bien. Moi, j'ai tout mon contexte. J'ai des dossiers, mais j'ai aussi beaucoup de choses dans Notion. Ça me dérange pas de passer la première minute, les 10 premières secondes à dire lis cet espace Notion. Pose-moi les questions dont tu as besoin. Et il a aussi le dossier Cowork. Comme un collaborateur. C'est un collaborateur, il faut juste lui parler. Et voilà, c'est pas. Et donc, le contexte, ça peut être sur Notion, sur Obsidian, sur Drive, Google, ce que tu veux, Google Drive. J'ai vu passer des infos qui expliquaient que Claude était en train de créer en fait son propre second cerveau sur chaque utilisateur. Donc en fait, le besoin il est là, s'ils écoutent les utilisateurs. En fait, tu vas partager avec Claude. Il va avoir un système auquel tu auras accès avec tous ces documents de contexte, les branchements, les livrables, la méthode, etc. Et tout ça va être connecté et tu auras accès. Donc en fait, tu vas lui dire quelque chose, il va dire OK, je l'intègre à notre second cerveau partagé, et tu pourras le voir visuellement et l'amender, etc. Donc ça, je pense que ça va tout, ça arrive, ça. tout régler, et je pense que ça va arriver bientôt. Et il parle d'une fonctionnalité qui s'appelle Dream, où en fait, Claude va se mettre à rêver. Quand on rêve, nous, le REM sleep, c'est tu rêves, et en fait, tu tries tout ce qui s'est passé, tu réorganises tout, d'où l'importance du sommeil, et tu réorganises ta mémoire, les choses importantes, etc. Et en fait, c'est ça qu'ils sont en train de déployer apparemment chez Claude, c'est que la nuit, quand tu bosses pas sur ton ordi, lui, il va tout réorganiser, il rêve pour le matin. Tu vois, le langage humain, je suis pas la seule. Non. Donc, mon intuition, c'est que bientôt, ça va être réglé. Parce que c'est des discussions qu'on a pas mal avec les membres du Mastermind. C'est OK, on crée un contexte. Comment faire en sorte que le contexte soit mis à jour? Si je change d'IA, Claude, ces derniers temps, prend la part belle, mais on ne sait jamais. Dans 2 mois. Exactement. C'est comment tu peux transférer ça. Donc, Mais moi, par exemple, tu vois, Cowork, que j'utilise beaucoup, de lui-même, quand on a une discussion, il va me dire est-ce que tu veux que je mette le CR de cette discussion dans le dossier livrable? Tu vois, il a un côté proactif maintenant. Donc, parce qu'il a l'habitude de bosser avec toi. Oui, aussi. Ça marche. Et donc, du coup, le sujet là, qui, je pense, j'ai envie de te questionner là-dessus avant qu'on puisse en discuter de vive voix au Mastermind, c'est l'acculturation des équipes. Où je sens vraiment que la plupart des entrepreneurs qui ont une appétence pour l'IA et peut-être qui sont aussi tech, qui vont naturellement aller sur ces outils-là, c'est OK, maintenant j'ai ma charge administrative et financière, c'est pas forcément sa cam, c'est comment on crée une culture
Moi, c'est mon rêve aussi chez Square, c'est comment je crée une culture qui est AI first, mais que ça vienne pas que de moi en descendant, mais que ça monte. De toute façon, ouais, c'est indispensable. Pour moi, c'est vraiment justement enlever ce côté binaire, IA ou pas IA. Le système, c'est ça, en dur, et si tu fais pas ça, c'est pas bien. C'est bien sûr mettre des garde-fous sur la confidentialité, tu vois, des choses, ça on fait pas, ça, ce document, enfin, tu vois, tu mets tes garde-fous. Mais après, c'est vraiment lâcher les chiens, tu vois. Enfin, c'est laisser les gens explorer. Tu vois, j'ai des gens dans des équipes où ils ont mis en place des Rex toutes les semaines. Je discutais avec une boîte hier et ils disaient tous les vendredis, on se fait un partage d'expérience d'1 heure où tout le monde montre ce qu'il a fait et ce qui a bien marché. Ouais. Et ils ont fait genre de marketplace de skills. Et tu vois, une même marketplace de skills, donc les skills sur Claude, ouais, okay. Donc les compétences que tu vas enseigner, tu vas entraîner, plutôt que de dire il faut créer une architecture avec des agents, il y en a 10 qui tournent pour toute l'entreprise. Non, c'est faites vos skills, parce qu'en fait les skills c'est des agents, ouais. Et enfin surtout si tu les programmes, etc. Et donc du coup c'est de dire t'as fait une skill qui t'aide, je sais pas, à transmettre, passer d'un compte rendu, de notes de réunion à un CR qui se met dans Notion ou dans votre CRM. Toi, tu l'as fait, et partage-la pour que toute l'équipe puisse avoir accès à cette skill. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment, faut tous redescendre d'un cran. Sur l'ambition, sur le, c'est pas sur l'ambition. C'est pas le mythe de l'IA. C'est pas ok, je vais tout automatiser, ça y est, c'est bon, et on a tous le même outil, on est à l'unisson et tout. Pour moi, je réfléchis comme ça, je rêve d'un truc comme ça. Mais bien sûr, mais je pense vraiment que l'état de l'art y est pas. On en reparle dans 6 mois, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est cette solution baguette magique, c'est bon, c'est l'agent market, c'est l'agent sales, c'est l'agent finance, etc. Et tout le monde l'intègre en un clic et c'est parfait, ça s'adapte. Il y a des solutions comme ça toutes faites ou des agents que tu peux intégrer. Pour moi, c'est pas la bonne approche. Il y a toujours, ça va être assez déceptif. C'est un peu des marchands de poudre, tu vois, ok, on va faire ça, c'est bon. Pour moi, et c'est beaucoup plus intéressant, c'est chacun, c'est créer une culture de faire, en fait. D'ownership. De te dire, l'IA, c'est pas un sujet, c'est pas un outil, c'est une technologie, c'est une nouvelle façon de bosser et d'accéder à la technologie, c'est un nouveau système. C'est pas un truc binaire. IA, pas IA, il n'y a pas une télécommande ou tu vois un on-off. C'est vraiment ok, prenez des abonnements closes, commencez à enregistrer les appels, faites des skills si ça vous fait marrer. Tiens, t'as écrit un writing system ou un design system ou t'as trouvé un guide. Le partage. Moi, je pense qu'il me manque la notion de partage. La notion de se partager, de tester, d'améliorer. Parce que tu vois, si quelqu'un fait, on prenait l'exemple de la skill compte rendu, ou ça peut être une skill roadmap, tu vois. Je sais pas, tous les lundis, on fait une grosse réunion produit et quelqu'un a dit, moi, elle est enregistrée et derrière, j'ai créé une skill qui fait qu'en fait, elle va se mettre bien dans notre roadmap, dans l'outil, avec les importants, les machins, les assignations, etc. Il la partage en équipe et la semaine d'après, quelqu'un dit attends, mais je l'ai améliorée parce qu'en fait maintenant elle envoie un mail recap à tout le monde et elle prend, je sais pas, et dans le mail il pose la question qu'est-ce que tu veux changer, qu'est-ce que tu prends comme tâche, qu'est-ce que tu délègues, et je prends ça et je raffine la roadmap et ça fait une loupe, et la semaine d'après quelqu'un d'autre va dire moi en fait j'ai créé un truc qui fait que tous les mercredis à 18h il regarde ce qui s'est fait dans notre CRM ou dans notre outil de sprint et il met à jour et il envoie un compte rendu. Et c'est que ça en fait. C'est si on croit tu sais un peu le monde il est comme ça et d'un coup on va retourner, on est en AI first, ça marche pas. C'est vraiment petit à petit quoi. Ouais. Et toi, tu as une perspective unique à la fois dans ce que tu testes pour toi, mais avec aussi tous les case studies que tu as chaque semaine. Je vois tellement de choses. Ouais. Parce que je pense qu'il y a aussi ça, c'est l'inspiration, c'est-à-dire que tant que tu n'as pas vu, t'arrives pas à imaginer, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, et juste de voir lui il a fait ça. Et c'est pas forcément le même domaine, mais tu dis, en fait, attends, je peux faire un copier-créer de ce que j'ai vu. C'est hyper intéressant aussi, notamment dans un bootcamp ou dans un mastermind, c'est de pouvoir observer ce que font les gens. Et je pense que le cerveau humain, il a une tendance à simplifier, parce que sinon c'est trop d'informations, et donc on peut très vite, quand on est un peu perdu, tendre vers soi, mais en fait ça sert à rien.
L'état de l'art permet pas, les agents ça marche pas, il y a quelqu'un qui a testé un truc, ça fait une erreur, je veux pas, j'y touche pas, c'est dangereux, ça sert à rien. Soit l'inverse, ça va tout régler, il faut trouver la bonne porte d'entrée. Une fois qu'on a trouvé le bon truc, c'est parfait, c'est facile, c'est nickel, ça va tout changer. Bah non, en fait, malheureusement, c'est gris, c'est pas noir ou blanc, c'est au milieu. Il faut tester, il faut se tromper, tu vas payer un abonnement qui va servir à rien, tu vas tester Ouais, tu as vraiment une test and learn, c'est ton approche. Je vais te poser une question que j'ai pas forcément prévue dans mon, dans mon déroulé, et pourtant il y en a. Mais c'est une question plus de prospective, et je sais pas si tu y as réfléchi, mais tu m'as dit que tu aimais bien réfléchir à ça. C'est comment ça a changé le monde du travail, notamment avec les freelances. Est-ce que... moi, je réfléchissais, aujourd'hui, tu as des freelances que... nous, on travaille avec pas mal de collaborateurs qui sont free. On fonctionne soit en forfait, soit en taux horaire. Est-ce qu'il va y avoir des nouveaux taux horaires avec IA, sans IA? Parce que tu vois, il y a une relation au temps qui est passé dans la productivité. Est-ce que tu vois des choses émerger ou des nouvelles tendances de travailler Clairement, moi, aujourd'hui, j'ai 4 freelances dans mon équipe. Oui. Notre façon de travailler, déjà, dans les 12 derniers mois, a complètement changé. Tu as des exemples pour nous partager? Oui, bien sûr. Déjà, donc j'ai une assistante exécutive, une assistante, Séverine, et elle s'est formée à l'IA. Et aujourd'hui, tu vois, je sais pas, il y a quelques jours, je lui ai donné je lui ai dit, j'ai besoin que tu m'aides sur les transcripts des modules du bootcamp et tout. J'avais un peu le choix, soit je me mets à le faire moi-même avec Claude, mais ça va me prendre un peu de temps, il faut vérifier, faut machin, soit je lui demande de le faire. Finalement, j'ai dit à Claude, fais une grosse repasse, analyse, et fais-moi un doc de brief pour Séverine. Et je l'ai envoyé et je lui ai dit, regarde, Claude a fait ça. Il y a peut-être des trucs, c'est un doc qui est bon à 90%. Il t'a fait un petit how-to, vraiment les choses à faire, etc. Mais vraiment, il s'adresse et dit, pour Séverine. Et puis en plus, le contexte de Séverine, c'est qui c'est pour toi. De machin. Et donc là, elle bosse avec ça. Et je sais qu'elle, derrière, elle a aussi son Claude qui va l'aider. Et en fait, toutes les deux, on bosse ensemble, mais on est complètement augmentés par nos IA. Donc, tu vois, ça, c'était un petit truc à faire. Je bosse aussi donc avec Damien, par exemple, sur l'acquisition, sur la croissance. On se fait un call d'1 heure. Je lui envoie après, voilà l'analyse de notre call que m'a fait mon Claude. Est-ce que tu as les mêmes chiffres? Parce que je lui ai envoyé le lien vers le dashboard. Il a le call, donc il m'a fait le compte-rendu, mais il l'a mélangé avec... Maintenant, il y a le MCP Meta. Tu peux te connecter à tes pubs. Donc, je suis connectée à Meta, je suis connectée à Brevo, je suis connectée à Kajabi, qui est là où j'ai le bootcamp. Il a mon call avec Damien de 1 heure, et puis il a l'historique de 1 an. Il a mon doc Notion avec mes objectifs. Et en fait, du coup, on part de quelque chose, on a discuté. Je lui dis, voilà ce que j'ai fait. Un artefact avec... et voilà, du coup, la roadmap sur le mois. Est-ce que toi, t'as ça? Et même lui, il me dit, moi, j'ai ça. Et en fait, là, j'ai découvert une techno qui me permet de faire, je sais pas, des landing pages à la volée, en fonction des angles, machin. Je te développe ça. Et donc, en fait, on est tous les deux hyper augmentés. Mais c'est sûr que ça pose une question. Même lui, tu vois, en termes de temps de travail. Ouais, c'est ça. Et moi, je me pose vraiment des questions là-dessus, parce que je le vois entre le run et le build avec les collaborateurs. C'est-à-dire que pour le run, avec de l'IA, je sais pas, j'imaginais est-ce qu'il n'y a pas un forfait freelance. Et puis, je vois la valeur qu'ont mes collaborateurs chez Squared quand ils viennent builder des choses pour la boîte avec l'IA. Et pour moi, c'est du travail qui est différent. Et j'imagine, et je ne sais pas, et je n'ai pas la réponse, c'était là, donc je te pose un peu la question, si ça n'a pas changé aussi la méthode de travail, de facturation, IA, sans IA. Moi, je ressens effectivement que... Il y a un truc qui se joue quand même. Hein. Il y a un truc qui se joue, et que, tu vois, je sens que la personne qui m'accompagne sur le growth me surfacture un peu. En tout cas, c'est la même facture qu'il y a 6 mois. Alors que je pense que le temps passé n'est pas du tout le même, mais je continue de payer parce que les résultats sont là, et parce que je compte aussi le travail de se former. Tu vois, et en fait mon but c'est pas de lui dire attends, mais là tu travailles 4 fois moins donc tu me factures 4 fois moins, c'est de dire, je dis pas que ça va durer. Non, mais il y a un enjeu autour de ça. Il y a un enjeu en fait, et à la fois il y a cet enjeu de en fait les résultats sont là, et à la fois l'impact mais aussi la productivité de ce qu'il fait, c'est même plus qu'avant. Et il y a aussi un truc de lui, il me dit, mais t'es ma seule cliente que j'ai gardée. Je crois qu'il a gardé 2 clientes. Il m'a dit, parce que ça m'intéresse trop, ton sujet. Lui, il se passionne pour l'IA. Donc, il se dit, tu me challenges, tu me fais découvrir des trucs et tout. Mais maintenant, si tu veux, je fais 5 000 € en déployant une page SEO automatiquement pour mes clients, avec du contenu et du machin. Je le fais en une après-midi. Donc, en fait, soit je le perds, parce que moi, il me facture 3 000 pour 1 mois. Alors, il ne fait pas 1 mois à temps plein, évidemment. Mais quand il me dit, moi, je facture 5 000 maintenant, une demi-journée,
c'est un peu genre, est-ce que du coup je boude et je dis ouais, oui mais bon moi 3000 tu pourrais me facturer 700 parce que t'as passé 4 fois moins de temps, ou est-ce que je dis bah ouais mais en fait je m'adapte aussi, donc pour moi c'est plus ça change la création de valeur, et ceux qui savent bosser avec l'IA et c'est peut-être transitoire aussi jusqu'à temps qu'on ait un modèle un peu établi. Ce dont je suis persuadé, mais ça depuis longtemps avec l'IA, c'est que c'est un peu comme un CV à l'époque où tu parles pas anglais, c'était compliqué dans certaines professions. Si tu parles pas IA ou tu sais pas comment l'utiliser, ça va être compliqué. Et en fait, moi je le vois direct quand on est nouveau collaborateur. IA, maintenant c'est quand même bien rentré parce qu'on est dans des univers où... Et puis ça dit des choses aussi de manière plus large. Oui, sur la curiosité, sur le fait d'apprendre, de se remettre en question, etc. Mais je suis quand même assez persuadé qu'il y aura des façons de fonctionner dans la collaboration. Parce que tu vois, l'idée de me dire, j'ai eu l'habitude de travailler avec un prestataire qui facture peut-être 2 000 euros par mois pour quelque chose avant l'IA. Donc là, maintenant, ça se voit qu'il utilise l'IA. Les résultats sont meilleurs. Il a passé moins de temps ou elle a passé moins de temps. OK. Mais peut-être que du coup, derrière, comment dire, il y a moyen de choper aussi cette propriété intellectuelle d'IA créée. Enfin, tu vois, mais en fait, pour l'instant, c'est un avantage compétitif. Mais demain, quelqu'un arrive et dit bah, moi, c'est 1 000 euros parce qu'en fait. Oui, c'est sûr, mais je pense que c'est comme ça que ça se passait. Va complètement. C'est comme l'externalisation à un certain moment de travail qui n'était pas fait en France. Aujourd'hui, c'est juste un avantage compétitif. Et c'est intéressant de dire, en fait, le travail, c'est pas que le temps passé, c'est le temps, tu sais, on se disait nourrir et produire, c'est le temps de formation et d'incubation, d'infusion. Et après, tu crées ton output. Et si c'est 10% de ton temps, tant mieux, tu vois. Génial. Et Marjo, merci pour cet échange. Merci Romain. Merci beaucoup.